Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand à Moudre. Ce soir, faut-il lever l'anonymat des dons ? Dernière ligne droite pour les états généraux de la bioéthique. Vous avez jusqu'au 30 avril pour apporter votre contribution aux nombreux débats, après quoi sera enclenché le travail législatif. L'objectif de cette vaste consultation est de réviser avant la fin de l'année les lois de bioéthique de 2011. Parmi les sujets abordés, il y a notamment l'élargissement de la PMA, la procréation médicalement assistée. Aujourd'hui réservée aux couples hétérosexuels souffrant d'infertilité, elle pourrait être accessible à toutes les femmes, qu'elles soient seules ou en couple. Alors, dans la mesure où le don de sperme est anonyme en France, les enfants à naître de cette nouvelle PMA se retrouveraient dans la situation suivante. Ils auraient une ou deux mères, mais n'auraient pas de père puisque celui-ci n'est pas identifiable. Alors, pour que les enfants n'en soient pas privés, certains plaident donc pour la levée de l'anonymat du don de sperme. Et ce n'est pas le seul argument utilisé par rapport à cette levée. Le droit à l'accès à ses origines est très souvent évoqué pour la justifier, pour l'ensemble des dons de gamètes d'ailleurs, y compris donc les ovocytes. Mais jusque-là, le Conseil d'État s'y est opposé, évoquant à la fois le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation et la nécessité de sauvegarder l'équilibre des familles. La dimension éthique du don, qui en fait une démarche désintéressée, donc anonyme, est également évoquée pour justifier le statu quo, que ce soit pour les gamètes ou pour les dons d'organes. Alors faut-il lever l'anonymat des dons ? Eh bien, c'est le sujet du soir, en compagnie de deux invités. Israël Nizan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique. Vous présidez le Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Et pour discuter avec vous, Pierre Lévy-Soussan, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. psychiatre et psychanalyste et membre du conseil d'orientation de l'agence de biomédecine. Alors avec vous deux, même si on va beaucoup parler ce soir du don de gamètes et de l'anonymat, je voudrais peut-être qu'on commence par le sujet qui a priori paraît le moins polémique parce qu'il n'y a pas de réel débat sur une remise en cause de l'anonymat, c'est celui du don d'organes. Est-ce que, tout d'abord, vous considérez l'un et l'autre que c'est une bonne chose que le don d'organes aujourd'hui soit anonyme ? En tout cas, quand il s'agit d'une personne qui est décédée et dont l'organe va pouvoir permettre de sauver la vie de quelqu'un d'autre. Parce que s'agissant d'un don d'organes de vivant à vivant, c'est un petit peu différent. Ça se passe en général dans le cercle familial. Donc c'est différent. Mais sinon, pour l'anonymat, dans le premier cas que j'évoque, Pierre Lévy-Soussan. Oui, alors c'est un bon exemple parce qu'on va retrouver des similitudes par rapport à ce que représente justement le fait d'incarner ou de ne pas incarner la personne derrière le don d'organes. Le fait que ce soit le don qui vient d'une personne décédée et son anonymat va permettre justement à la personne qui reçoit ce don de pouvoir mieux, si je puis dire, métaboliser les choses. C'est-à-dire quand vous recevez un organe ou d'une certaine façon, consciente ou inconsciente, il y a eu un vœu de mort qui s'est réalisé pour que vous puissiez vivre, il est évident que le fait que ça ne soit pas incarné dans une personne va faciliter ce travail d'adoption de cette greffe, si je puis dire, c'est-à-dire de s'approprier cette étrangeté en soi pour en faire quelque chose de sien. Est-ce que ça signifie que s'il n'y avait pas d'anonymat, ça pourrait compliquer justement l'appropriation de cet organe extérieur, voire provoquer des rejets ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut constater ? Alors, vos deux remarques sont justes, c'est-à-dire à la fois on s'est rendu compte, il y a une histoire, il y a plusieurs histoires terribles où une personne a voulu violer justement le secret de l'anonymat et une personne avait retrouvé avec détective privé, etc., avait transgressé toutes les lois pour savoir qui avait reçu le cœur de son mari. Elle a retrouvé la personne, ça se passait au Canada, elle lui a donné, j'en parle dans mon livre sur le secret, et à ce moment-là, elle a juste informé la personne, voilà, c'était mon mari, elle lui a donné une feuille de commémoration à la messe, et à partir de là, cet homme a commencé un rejet de son cœur progressif que rien n'a pu éradiquer sauf la mort. Et j'ai oublié de préciser d'ailleurs effectivement votre livre Éloge du secret qui avait été publié aux éditions Hachette et Fayard maintenant. Israël Nizan, sur cette question de l'anonymat du don d'organes. Très favorable également à ce que le don d'organes respecte cette règle de l'anonymat, pour une raison qui est similaire à celle que vient d'évoquer Lévy-Soussan, qui est la notion de dette impayable. Être redevable de sa propre vie grâce à quelqu'un à qui on ne pourra pas rembourser cette dette, ça met dans une situation impossible le receveur d'organes. Et donc j'aurais tendance à dire que oui, dans le cas des organes, et non pas des fluides substituables,
comme le sang, etc., ou les gamètes. Je suis très favorable au maintien complet de l'anonymat. Celui-ci protège non pas le donneur qui est décédé, mais il protège le receveur. Est-ce qu'on pourrait aussi ajouter un argument qui se placerait ce coup-ci du côté, alors non pas du donneur qui est décédé, mais de la famille du donneur, c'est-à-dire peut-être la difficulté à faire le deuil si l'on sait que, par exemple, imaginons qu'on a un enfant qui meurt dans un accident de voiture et dont le cœur va être transplanté chez une autre personne. Peut-être que c'est plus compliqué justement de faire le deuil si on sait quelle est la personne qui va recevoir cet organe. Je pense aussi que ça protège la famille du donneur, et en particulier quand le drame concerne un enfant. Je crois que c'est mieux de savoir que le cœur ou des organes de l'enfant défunt vivent quelque part, mais sans savoir où sont ces organes. Je pense que pour tout le monde, c'est mieux de maintenir cet anonymat. Alors, il faut bien préciser qu'aujourd'hui, la levée de l'anonymat du don d'organes n'est pas du tout d'actualité. Ce n'est pas quelque chose qui est remis en cause. Pour quelle raison? Alors, qu'est-ce qui fait que autant le don d'organes n'est pas remis en cause, autant celui des gamètes l'est? Est-ce qu'on n'est pas du tout, dans le même matériau que l'on va donner? Est-ce que ça veut dire qu'on est dans un registre qui est très différent, Pierre Lévy-Soussan? Pour vous, c'est la même chose? Alors, c'est à la fois il y a des différences, il y a des similitudes. C'est-à-dire il y a des différences parce que bien entendu le don d'un organe qui va permettre la vie est quelque chose entre guillemets de plus objectal, de plus objectalisé, qui a beaucoup moins de fantasmes associés à ce qui va permettre justement la venue au monde d'un bébé et d'un enfant. Donc, si je puis dire, le champ symbolique n'est pas le même, mais les représentations vont avoir justement des similitudes. Il y a quelque chose de très fonctionnel dans le don d'organes. Voilà, exactement. Mais même avec cette histoire très fonctionnelle, ça n'est pas évident. Vous avez cité les dons d'organes intrafamiliaux. Eh bien, le fait de connaître la personne et d'avoir une dette, non pas de vie, mais de survie avec une personne de sa famille, ça peut poser des problèmes. Donc, même cette histoire, si je puis dire, de gré à gré, ça n'est pas simple sur un plan fantasmatique. Et là, en raison justement du fait que ce soit pas n'importe quel don, que ce soit quelque chose qui va permettre la naissance d'un être, on va voir que le champ justement fantasmatique est différent. Et on va voir à la fois les similitudes et les différences de ce qu'on peut observer dans l'adoption par exemple, où cette histoire d'anonymat va se poser aussi avec les accouchements suite au secret. Vous êtes d'accord avec ça, Israël Nizan? C'est vrai qu'un don de gamètes, c'est quelque chose, quand vous le recevez, qui va déterminer l'identité de votre futur enfant. C'est pas tout à fait la même chose. Vous avez utilisé à fort bon escient le terme de matériaux. Et un des enfants issus d'un don de gamètes anonymes m'a dit docteur, vous êtes issu d'un homme et une femme, et moi, je suis issu d'une femme et d'un matériau. Comment voulez-vous que je vive ça? Et donc, je pense que cette anonymisation à l'extrême des gamètes était valable pour le sang et pour le don de sang, dont l'anonymat provient, puisque on a transposé les règles du don de sang au don de gamètes. Or, dans le don de sang, il y a un donneur et un receveur, ce qui n'est pas le cas dans le don de gamètes. Dans le don de gamètes, il y a un donneur, une receveuse ou un receveur et un enfant. Et je pense que pour un enfant, être issu d'un matériau, cette anonymisation et cette transformation des gamètes en un matériau est quelque chose de très difficile à vivre. Cette anonymisation, elle ne se justifiait pas, ou elle se justifiait en tout cas comment, au départ, s'agissant du don de gamètes, Pierre Lévy-Soussan? C'est-à-dire, ça c'est justifié par le fait que c'est beaucoup plus facile justement de transformer cette gamète en un bébé qui vient de soi, en raison justement du fait que ça ne soit pas incarné. Donc, pour reprendre justement la phrase de cet enfant, voire de cet adulte qui vous dit ça, si vous aviez un tout petit peu investigué les choses, comme moi je le fais justement dans ma clinique avec ces adultes qui viennent avec cette problématique, eh bien je prends ça comme une phrase typiquement défensive. Et je vois bien, et je vais explorer justement ce qu'il en est, qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas réussi à transformer l'adulte qui est avec cette femme, qui est son mari. Comment ça se fait que ce phénomène de transformation psychique en père, n'a pas réussi à se faire? Et c'est ça qui est passionnant avec ces techniques, où justement la technique va dissocier les choses. C'est-à-dire, autant dans l'adoption, la dissociation de l'être, elle est sociale, c'est un enfant qui est né ailleurs. Là, dans le cadre de la technique d'AMP, vous avez une dissociation
l'association biologique d'un gamète et d'une scène, d'une fécondation in vitro qui ne s'est pas passée justement dans le lit. Comment un être va faire pour réassocier ce qui a été dissocié? Eh bien, en cas d'échec, ça va donner « je viens d'un matériau et d'une femme ». Dans la majorité des cas, quand ça marche, il dit « je viens de mon père et ma mère ». Et on voit bien que là, c'est-à-dire, et c'est en ce sens-là que ces enjeux de bioéthique sont essentiels, c'est-à-dire comment justement les enjeux de la technique vont modifier ce qu'il en est du psychique. Si on fait des lois justement qui vont favoriser cette dissociation, ces enfants iront dans le mur parce que oui, pour transformer un matériau en son père, c'est tout un boulot psychique. Mais quand vous dites, Pierre Lévy-Soussan, quand ça marche, est-ce que ça veut dire quand l'enfant n'est pas au courant qu'il a été conçu grâce à une insémination artificielle? Pas du tout. Je différencie très très bien ce qu'il en est du fait des parents qui ne disent pas la technique, c'est-à-dire du secret de la conception de l'enfant, avec l'anonymat, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, lorsque les parents sont à l'aise avec cette technique, sont à l'aise avec le fait de dire les modalités de contraception, les modalités de conception de cet enfant, il n'y aura pas de problème. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des cas. C'est pour ça que c'est similaire à l'adoption. Lorsque les personnes n'ont pas de problème par rapport à une naissance d'un ailleurs, ils vont mettre en place justement, ils vont transformer cet enfant de la science en leur enfant. Et si on incarne cet enfant de la science avec des gamètes, un matériau, etc., bien sûr, ils ne pourront pas faire comme si cet enfant c'était le leur, en sachant d'où vient la technique. Israël Nisand. Je suis un peu gêné par cette analyse, bien que je la sente vraie sur certains points. Mais il y aurait donc, Pierre Lévy-Soussan, des parents qui réussissent et des parents qui échouent. Et les jeunes qui viennent nous dire, ou les adultes qui viennent nous dire, ma conception, je suis issu d'un matériau, ce seraient des gens qui auraient échoué et à qui on pourrait plaquer sur leur visage, mais t'as pas réussi, ou c'est tes parents qui n'ont pas réussi l'épreuve qui leur était. Et alors, ils n'ont pas réussi et ils sont dans une certaine forme de souffrance qu'ils expriment sous la forme de cette phrase. Alors je sais bien qu'on peut les prendre en soins, qu'on peut les prendre en psychothérapie, mais il y en a qui disent non, moi j'ai besoin de connaître mon histoire, ma biographie, j'ai besoin de savoir qui m'a fait ce cadeau-là, j'ai besoin de pouvoir mettre un visage sur la personne qui ce jour-là est allée donner son sperme, j'ai besoin de savoir pourquoi ce jour-là il a été donné son sperme, ça fait partie de mon histoire personnelle, j'ai le droit de connaître mon histoire personnelle et je ne vois pas de quel droit des médecins s'arrogeraient le droit de me cacher des éléments de ma biographie personnelle. Est-ce que ça veut dire que pour vous, Israël Nisand, ce besoin-là, qui est celui de l'enfant, il doit primer sur tous les autres, on pourrait l'opposer à d'autres besoins qui seraient le besoin d'anonymat, par exemple, du donneur? Alors justement, je ne pense pas qu'il faille mettre tous les droits d'un côté de la barque et zéro droit de l'autre côté. C'est pour ça que je pense qu'il faut mettre comme juge de touche le CNAOP et permettre à l'âge de 18 ans... Le CNAOP, qu'est-ce que c'est ? Le comité Conseil national d'accès aux origines. La France est un des rares pays d'Europe à maintenir contre vents et marées l'anonymat des dons de gamètes et nous risquons une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme au nom du droit des enfants à avoir un accès aux origines. Et donc, pour moi, bien entendu, il n'y a pas de droit d'accès aux origines quand un enfant est issu d'une relation adultérine. Ça, c'est le lien entre la mère et l'enfant. Mais quand l'État, via ses médecins, y a mis la main, je pense qu'on a le droit de faire tout pour qu'advienne une nouvelle vie et un enfant, mais je crois qu'on a un devoir et une obligation d'expliquer aux enfants issus de ces manipulations comment on a fait pour qu'ils adviennent au monde. Et je crois qu'on a une responsabilité de transparence lorsqu'on a fait de l'AMP. Pierre Lévy-Soussan. Alors, pour reprendre la première chose, c'est-à-dire que ces couples qui ont mis en échec la PMA, c'est-à-dire ces couples qui n'ont pas réussi justement à réassocier ce qui a été dissocié, le plus souvent, c'est bien en raison du fait que ces couples n'ont absolument pas été accompagnés sur un plan psychique par rapport à précisément cette problématique technique. Et on leur a dit, bah voilà, vous allez avoir un bébé, c'est comme ça. Ils ne se sont jamais intéressés à quoi que ce soit. Ils n'ont pas pu faire un travail préliminaire pour justement réassocier
dissocier ce qui a été dissocié. Donc, bien entendu, il n'est pas question de faire une loi sur les échecs de ce qui aurait dû fonctionner et qui, une fois de plus, est une minorité. Donc, le côté de mon problème, on doit faire une loi, pour moi, c'est inaudible. C'est-à-dire que si on devait faire des lois à chaque fois qu'il y a une personne qui a des problèmes dans sa famille, en plus, vous entretenez un leurre. Vous entretenez un vrai leurre, c'est-à-dire le fait de penser que l'extérieur va avoir la solution à ces problèmes familiaux. Bien sûr que non. Vos problèmes familiaux, vous aurez les réponses lorsque vous affrontez les problèmes familiaux. Et tous les militants que j'ai pu rencontrer, et vous avez cité le CNOP, j'ai été vice-président du CNOP, donc je connais parfaitement cette structure. Et j'ai vu à quel point, justement, ça a pu faire des dégâts auprès des femmes qui avaient accouché, auprès des femmes qui avaient accouché sous secret, parce qu'on est allé les revoir 20 ans après, 30 ans après, voire après leur mort. Donc cette sorte de filiation biologique et d'incarnation de la filiation biologique, pour moi, c'est désastreux sur le plan psychique. Donc bien sûr qu'il y a un véritable leurre à penser que c'est du côté de la filiation biologique que la personne trouvera ses réponses par rapport à ses problématiques familiales. Et nous, à chaque fois que justement une personne vient nous voir, alors c'est la différence d'aller voir un gynéco et d'aller voir un psy, il est clair que lorsqu'on voit justement ces enfants ou ces adultes qui nous viennent avec ces problématiques, la première chose que l'on va gratter, c'est leur histoire familiale, pour voir qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu justement de transformation de cet enfant en leur enfant, et qu'est-ce qui fait que dans sa tête, il n'a pas pu transformer ses parents en ses parents, parce que c'est le propre de la science, et c'est même le propre de toute filiation, c'est-à-dire même en dehors de l'AMP, un enfant, un bébé, doit transformer deux adultes en son père et sa mère. Et que cette transformation psychique ne va pas de soi. Mais si on lui dit, mais de toute façon, les réponses, elles sont ailleurs, les parents vont se dessaisir de ce que j'appelle ce pouvoir originaire par rapport à cet enfant. Et se dessaisir des origines, c'est le mettre dans des conditions d'absence de filiation auprès de sa famille. Moi, j'ai la chance de connaître mes enfants et de connaître mes parents. Et je ne jetterai pas la pierre à quelqu'un qui n'a pas cette chance-là et qui me dit accorder de l'importance au biologique. Je vois des patients et des patientes tous les jours qui me demandent d'utiliser autant que faire se peut leurs gamètes dans leurs problèmes d'infécondité, car, disent-ils, nous souhaitons un enfant de notre chair. Et cette histoire de transmettre qui recouvre beaucoup de fantasmes, la ressemblance, l'intelligence, la filiation et la non-interruption d'une lignée génétique, tout ça, je l'entends à longueur de journée de la part des patients. Et au début, un peu par contamination, et puis parce que j'ai aussi beaucoup entendu des gens qui avaient du mépris pour cette vision biologique de la transmission, qui n'est qu'une partie, et je suis d'accord, une partie fantasmatique. J'ai du mal aujourd'hui à ne plus accorder d'importance à cette demande des gens, qui est une demande de filiation biologique. Dans ces cas-là, oui, justement, est-ce que c'est pas peut-être comment dire, un problème que de considérer que la filiation est avant tout une filiation sociale et de gommer, en refusant la levée de l'anonymat, tout aspect biologique, c'est-à-dire de considérer que le donneur n'a eu, d'une certaine manière, s'il reste anonyme, aucune importance dans le projet de procréation. Il a au contraire une importance fantasmatique essentielle. Et je veux citer une anecdote clinique pour bien voir, parce que si effectivement on entend le professeur Nizan, je ne vois pas pourquoi on continuerait à faire de l'adoption ou à faire de l'AMP. Si on est à ce point-là figé sur la filiation biologique, il faut tout simplement pas aller vers ces méthodes qui donnent le point essentiel à ce qu'il en est du psychique. Et pour reprendre votre question, il est évident justement que le fantasme justement de cette graine qui vient d'ailleurs est essentiel, parce qu'il va falloir que les parents mettent en place cette fiction comme si cela venait d'eux. Et l'enfant n'est vraiment pas dupe de l'histoire, et lui aussi va mettre cette fiction psychique en place. Une petite vignette clinique extrêmement courte. C'est la mère qui décide au moment où son enfant lui pose les questions, comment on fait les enfants, elle va sauter sur l'occasion pour lui dire justement ce qu'il en est de la particularité de sa situation. Et elle va lui dire, en me racontant, elle va lui dire, tu sais, elle va raconter à l'enfant, écoute, tu sais, il y a eu la graine de maman dans le ventre, et puis il y a eu l'autre graine, et alors l'autre graine, c'était pas la graine de papa.
premier réflexe de l'enfant, un réflexe biologique, hein, le réflexe du professeur Nizan, donc papa n'est pas mon papa. Tout de suite, premier réflexe, c'est-à-dire que 99% de la population raisonne en filiation sanguine. Et à ce moment-là, la mère lui dit « Tu es sûr ?» Et la fille lui dit « Attends, il a donné la graine à papa ? Oui. Donc c'est sa graine ? Oui. Donc c'est papa. » Et c'est là justement le génie propre à la métaphore et au symbolique, c'est-à-dire que l'enfant a transformé cette graine qui vient d'ailleurs, elle a transformé cette graine en une graine comme si ça venait de son père. C'est ça le pouvoir de la métaphore. Et c'est ça le pouvoir, ce que j'appelle le pouvoir originaire de ce couple-là. Et ça, sur un plan psychique, c'est essentiel. On peut quand même accepter, quand on est un individu, que ce père-là, ce père finalement, qui n'est pas notre père biologique, est bien notre père, et avoir quand même envie de savoir quel est celui qui a fourni justement la gamète pour nous donner vie. Non, parce que quand une on peut pas avoir envie de de revendiquer deux pères. Mais non, parce que c'est ce que montre justement cet exemple clinique. Cet exemple clinique, dans la tête d'un enfant, il n'y a qu'un père, il n'y a qu'une mère. Et c'est très clair. Et si vous apportez de la confusion, parce que pour moi c'est un vrai leurre, et vous avez vu tous les mots que vous avez prononcés par rapport au père biologique, etc., c'est-à-dire c'est archi ancré dans tout le monde, si vous allez entraîner cette confusion avec un père qui vient d'ailleurs, c'en est fini justement de ce qu'il en est de la construction au sein de la famille. Israël Nizan. On ne peut pas à la fois et dans la même phrase accorder une énorme importance au donneur et le transformer en un passager clandestin. L'anonymiser au point qu'il n'existe plus, le transformer en une éprouvette. Moi, je trouve que les donneurs font un geste extraordinaire de générosité. Et ce geste de générosité, il se solde par des difficultés pour certains enfants qui sont issus de ces méthodes. Et je préférerais que les méthodes n'existent pas, et ça ne me gênerait pas de dire qu'on en fait moins ou qu'on n'en fait pas, si c'est pour avoir ce genre de résultat. On ne peut pas à la fois dire que le père qui a donné ses gamètes a une très grande importance fantasmatique. C'est pas le père. Et faire en sorte qu'il soit complètement masqué et effacé au point de ne plus exister. Pour moi, ça ne me dérange pas de dire à un enfant qu'il y a plusieurs adultes qui ont contribué à sa naissance et au fait qu'il advienne, que ces adultes, ils les connaissent, qu'ils en connaissent le nom et que surtout, ils connaissent leur participation respective. Alors ça, c'est ce que vous dites à un enfant, mais plaçons-nous à présent du côté du couple qui va recevoir ces dons, Israël Nizan. Et je vous poserai évidemment la même question, Pierre Lévy-Soussan. Est-ce que alors mettons-moi là, moi je suis, imaginons que je suis stérile et j'ai besoin, pour avoir un enfant, d'avoir recours à une insémination artificielle, à un don de sperme. Si vous me dites bientôt l'anonymat sera levé, moi je vais sans doute avoir une crainte en me disant peut-être que le donneur un jour va exiger un certain droit de regard sur cet enfant qui est mon enfant, puisque si on sait qui il est, lui aura aussi la capacité, j'imagine, de savoir quel est l'enfant qui est né de son don. Aucun droit du donneur, mais je voudrais vous dire qu'aujourd'hui, continuer de promettre l'anonymat aux donneurs, c'est leur mentir. Car les réseaux sociaux viennent de faire la preuve qu'on peut retrouver son donneur et a fortiori, si on peut le faire en 2018, on pourra encore plus le faire d'ici 20 ans où des boîtes comme 23andMe permettront à n'importe quel individu de retrouver qui est son père et qui est sa mère. Donc aujourd'hui, promettre l'anonymat, c'est sûrement promettre quelque chose qui ne pourra pas être tenu. Ne serait-ce que pour ça, à mon avis, la discussion va s'arrêter. Parce qu'on ne peut pas s'engager vis-à-vis d'un donneur à lui dire tu ne risques rien. Alors, vous faites référence notamment à cette affaire qui a été très médiatisée il y a quelques semaines de cela, à propos d'un certain Arthur Kermalvezen, qui est un enfant qui est né justement suite à une insémination artificielle et qui, de longues années après, a réussi à retrouver son géniteur. En quelques heures, a-t-il expliqué. Écoutez cet extrait du journal de France 2 du 16 janvier dernier. Il militait depuis plus de 10 ans pour connaître le secret de ses origines, l'identité d'un père biologique. Arthur Kermalvezen, 34 ans,
Né grâce à un don du sperme, a découvert il y a quelques semaines le nom de son géniteur, lui a envoyé une lettre. La réponse est arrivée pour Noël. Et là, je suis face à quelqu'un qui commence par me dire bravo de m'avoir retrouvé. Si tu pouvais prendre le temps de m'expliquer comment t'as fait, ça m'intéresse. Pour retrouver la trace de ce donneur anonyme, Arthur Kermalvezen a choisi d'enfreindre la loi française en faisant réaliser à l'étranger son propre test ADN. En le comparant à d'autres dans une grande base de données, il parvient à retrouver la trace d'un cousin en Angleterre. Et c'est en recoupant l'arbre généalogique de ce cousin qu'il peut identifier lui-même son donneur. Une démarche qui le renforce dans sa conviction. Pierre Lévy-Soussan, finalement, c'est vrai qu'on a envie de donner raison là, à Israël Nisand sur le fait qu'effectivement, qu'on soit pour ou contre la levée de l'anonymat, de toute manière, la technique, les tests génétiques permettent, semble-t-il, aujourd'hui, de toute manière, de contourner cet anonymat. De contourner cet anonymat pour les personnes qui sont en souffrance, pour lesquelles justement cette technique a été un problème pour leur famille. Vous voyez bien le nombre de fois où le professeur Nisand a parlé de père biologique. Tant que la société pensera que c'est du côté du spermatozoïde qu'il y a de la paternité, les enfants iront dans le mur. Et c'est pour cela que justement que c'est une mauvaise question à un vrai problème, c'est-à-dire d'où on vient. C'est-à-dire que je ne suis pas pour l'éradication de la question d'où on vient. Au contraire, elle est extrêmement porteuse pour tous les enfants. Mais tous les enfants, par rapport justement à cette question justement où on vient, vont pouvoir s'originer à partir justement de leur père et leur mère, que ce soit par l'adoption ou par l'AMP, sauf si la société décide de biologiser la filiation. Et si on est dans une société qui biologise la filiation, à ce moment-là, allons-y, faisons des tests de paternité pour tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr que votre père est votre père ? Moi, j'en sais rien. Donc si on retire justement le côté fiction au père, qui est essentiel justement sur le plan symbolique et psychique, allons-y du côté de la biologisation. Et là, du coup, ça fera des enfants à deux vitesses. C'est-à-dire là, du coup, on va vraiment discriminer les enfants, c'est-à-dire des enfants où il va y avoir un test ADN qui va leur dire, c'est ça ton géniteur, et puis les enfants qui auront la chance de pouvoir mettre une fiction à la base de leur construction familiale. Et bien sûr que faire une loi qui va biologiser la filiation, c'est pour moi privilégier le sang dans les relations familiales, ce qui est le pire pour un enfant. Donc si effectivement, soit on est dans une optique de prévention et on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a eu des problèmes comme Arthur, soit on est dans une optique où justement on va valider ce qu'il en est d'une famille de sang, et à ce moment-là, on va atteindre toutes les autres familles. Mais Pierre Lévy-Soussan, la biologie, elle n'est pas quand même complètement absente. Ce qu'a expliqué par ce trentenaire, c'était que quand il avait réussi à entrer en contact avec son père donateur, je ne sais pas, appelons-le comme ça, si vous voulez bien, enfin, avec celui qui avait fait ce don de gamètes. Il lui a expliqué, alors, ce donateur, qu'il était content déjà qu'il l'ait retrouvé, notamment parce que était apparu quelques années plus tard le fait qu'il était porteur d'une maladie héréditaire et que ça lui permettait aussi de le prévenir. Est-ce que d'un point de vue médical, ça ne peut pas être intéressant, justement, au moins sur ce strict plan médical, d'avoir une levée de l'anonymat ? Déjà, sur le plan médical, tout est prévu par rapport à ça. C'est-à-dire, sur le plan médical, vous pouvez avoir une traçabilité de tous les problèmes du donneur par rapport à l'enfant. Donc, une fois de plus, ça n'est pas ça la question. Mais la preuve, c'est que ça n'a pas marché, là. On n'en sait rien. Alors, concernant Arthur, on va dire qu'on n'en sait strictement rien par rapport à ce qu'il raconte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé là. C'est pour ça que je dis que pour moi, je veux avoir une optique, si je puis dire, préventive. Et quand vous lisez justement le livre d'Arthur, vous voyez à quel point ça s'inscrivait dans une souffrance familiale. Et où il a fait justement, comme beaucoup de personnes que j'ai rencontrées adultes par rapport à la PMA ou dans le champ de l'adoption, où il y a quelque chose de la filiation qui n'a pas fonctionné. Parce que plus vous valorisez le biologique, plus vous attaquez le psychique. Israël Nisand. Eh bien, disons que les gens qui ont la malchance d'être dans cette souffrance, sans leur jeter l'anathème, on leur permette de retrouver la personne qui a donné pour elle. Moi, ça ne me gênerait pas que de très nombreux enfants issus de ces dons de gamètes, que ce soit des dons d'ovules, des dons d'embryons ou des dons de sperme, que ces enfants qui ne sont pas demandeurs de rien du tout, continuent leur vie comme ça, mais que ceux qui sont demandeurs ne se heurtent pas à un interdit qui nous vient des années 70,
où la famille était ce qu'elle était, et où, quand il y avait un homme stérile, eh bien, on rentrait à 2 dans une maternité, et on en sortait à 3. Et c'était le principe du ni vu ni connu, avec la société bourgeoise qui cherchait à cacher la stérilité masculine, qui était souvent confondue avec de l'impuissance. Aujourd'hui, les familles ont changé. On est 50 ans plus tard, et tout le monde accepte l'idée qu'on n'est plus dans la logique de vouloir protéger coûte que coûte cette notion-là du secret pour l'homme. Et moi, je trouve que maintenir coûte que coûte l'interdit pour tout le monde. Il ne s'agit pas d'aller forcer ceux qui ne veulent pas savoir, mais dire à ceux qui veulent savoir, eh bien non, c'est sens interdit, je te l'interdis au nom des grands principes psychanalytiques, je trouve que c'est dangereux, voire même irresponsable. Alors j'ai une suggestion à vous faire à ce sujet. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je crois que ça existe en Belgique, j'en suis pas entièrement sûr, hein, donc, mais d'après ce que j'ai pu lire sur certains sites officiels, est-ce qu'on pourrait imaginer une forme d'anonymat à la carte, c'est-à-dire pour le donneur, c'est-à-dire un donneur qui pourrait dire « moi je veux que ça reste anonyme » ou bien « j'accepte que l'on lève l'anonymat ». C'est ça que je propose. C'est ça que je propose. Et il y a une structure qui pourrait le faire, qui viendrait demander au donneur 18 ans plus tard, parce qu'il n'est pas question de le faire plus tôt, ou ceux qui sont issus de vos gamètes, il y en a l'un ou l'autre d'entre eux qui souhaitent vous rencontrer. Est-ce que vous l'acceptez? Oui ou non? Vous l'acceptez pas, on reste et on renvoie au demandeur le refus. Vous l'acceptez, eh bien on organise le rendez-vous. Ça mettrait un tout petit peu plus au milieu de la barque les droits des uns et des autres. Si tout le monde est d'accord, ça lève les problèmes, là, Pierre Lévy-Sousson. Mais ça a déjà été fait il y a 20 ans avec le CNAOP, avec le désastre que ça a entraîné dans le champ de l'adoption. Mais c'était exactement la même chose. Il y avait une Pourquoi volonté... vous dites désastre? Mais désastre parce que ça a provoqué à la fois, outre le fait que ça a mis en place un système de persécution des femmes qui avaient accouché sous secret, donc ça je ne vais pas rentrer sur ce système de persécution basé sur le biologique, mais en plus ça a entraîné une insécurité totale du champ adoptif. Pourquoi? Parce que ça a confisqué aux parents adoptants leur parole originaire, c'est-à-dire leur parole de réassociation de cet enfant dans leur famille. C'est-à-dire, je viens d'insister que la filiation, c'est de confondre adoption et don de gamètes. Une femme qui accouche sous X, elle commet un acte qu'elle peut se reprocher à elle-même toute sa vie. Quelqu'un qui donne du sperme, il n'est pas du tout dans la même logique. Donc je ne comprends pas pourquoi vous comparez deux choses totalement différentes. Je vais vous expliquer. Parce qu'il s'agit de réassocier ce qui a été dissocié. Ce qui a été dissocié par le social dans un enfant qui est né ailleurs, comment transformer cet être en son enfant, par le biais justement d'une loi qui va écrire une fiction comme si c'était le leur, eh bien c'est un mécanisme psychique qui va consister à transformer cet étranger en son fils et sa fille. C'est exactement la même chose que pour l'AMP, avec don d'ovocytes, avec don de sperme, ce que vous voulez. Comment transformer ce matériau étranger en son enfant. La science, elle fabrique un bébé, elle ne fabrique pas la filiation. Et c'est pas une histoire de principe psychanalytique, c'est un principe psychique. Et que si justement on est dans une perpétuation de ce mouvement biologisant justement de la filiation, ça attaque toutes les familles. Bien sûr que ça serait une loi qui sera dans le... Qui serait une catastrophe internationale, bien sûr. Non, et tous les autres pays autour de nous qui l'ont fait ont eu une catastrophe sociétale. Eh bien, elles ont caché encore plus, c'est-à-dire à partir du moment où l'anonymat a été levé pour les dons de sperme, elles ont encore plus caché. Vous avez ça d'où? De quelles statistiques vous avez ça? Eh bien, d'Angleterre, et même en Espagne, ce pays qui fait énormément de choses, n'ont absolument pas levé l'anonymat. Donc, et par rapport aux chiffres sur l'anonymat, sur les 70 000 dons anonymes, etc., si vous voyez effectivement ceux qui veulent lever l'anonymat, c'est une minorité d'une minorité. Et est-ce que ça ne risque pas en plus d'induire une baisse des dons? C'est-à-dire s'il y a la levée de l'anonymat israélisant, ce qu'on craint, enfin ce que craignent en tout cas un certain nombre d'organismes, et en particulier les sécos, c'est de voir une baisse des dons alors que c'est déjà quelque chose de compliqué aujourd'hui. J'ai deux réponses brèves là-dessus. La première, c'est que je ne suis pas du tout un utilitariste. Et si ça baissait les dons, eh bien pourquoi pas. Et la deuxième réponse, c'est que les pays qui ont mis fin à l'anonymat des dons de gamètes ont vu dans un premier temps une baisse des donneurs et dans un deuxième temps, ces donneurs sont remontés. Il ne faut pas oublier que la France, avec ses 400 donneurs et son anonymat,
est le pays qui a le moins de donneurs de toute l'Europe. Donc qu'on ne me dise pas que l'anonymat protège les donneurs. Il y a bien plus de donneurs dans les pays qui ont levé l'anonymat. Et ils ont augmenté leur secret, parce que justement, comme il y avait une levée d'anonymat, ils ont encore plus justement caché le secret de la conception. Je suis preneur de la référence bibliographique sur ce sujet. Eh bien, vous les aurez. Et bien sûr que justement, à partir du moment où on confond ce qu'il en est, le secret par rapport à la conception et le secret du nom, c'est vraiment, vous allez mettre une incarnation par rapport à ça. Et sur un plan fantasmatique, ça sert d'attracteur fantasmatique à la famille. Alors une dernière chose justement par rapport peut-être au côté fantasmatique et puis peut-être plus pratique que j'évoquais en tout début d'émission. Il y a ce projet qui risque sans doute d'advenir de l'extension de la PMA pour toutes les femmes seules et puis les femmes qui sont en couple. Est-ce que ça ne risque pas de donner des arguments, enfin je ne sais pas si c'est un risque d'ailleurs, enfin, peut-être oui pour vous Pierre Lévy-Soussan, mais de donner un argument à ceux qui sont pour la levée de l'anonymat du don de sperme, parce qu'un enfant pourrait, dans les années à venir, être un peu perturbé par le fait d'avoir deux mamans, mais de ne pas pouvoir se référer à une figure du père. Ben, c'est bien pour ça que j'explique que c'est un leurre de penser que derrière ce sperme, il y a une figure de père. Oui, mais alors qui joue le rôle du mais père? Personne, rien, justement. C'est pour ça que cette ouverture donc on peut sociétale... se passer de père, du coup. Enfin, pour moi, cette ouverture sociétale serait terrible parce que, justement, on irait dans le sens d'une éradication scientifique du père. Ce qui est, pour moi, dramatique d'utiliser la science pour éradiquer le père. C'est-à-dire, une chose sont ces enfants qui naissent sans père de par une histoire complexe et difficile, et une chose, c'est de valider scientifiquement l'éradication du père. Enfin, je ne vois pas que les enfants élevés par deux femmes manquent de figure paternelle et aillent plus mal que les autres. Tout ce qu'on peut lire sur ce sujet, tout ce qu'on peut voir dans la clinique montre que ces enfants ont souvent des références paternelles dans l'environnement des deux mamans et ils ne vont pas plus mal que les autres. Je pense que c'est parce que vous n'avez jamais vu de figure paternelle par rapport à ça et vous n'avez aucune clinique par rapport à ça, monsieur Nizan. Sur les 40 000 enfants qui vivent dans des familles homoparentales et jeter l'anathème sur leurs parents qui les élèvent fort bien et qui ne montrent pas ces enfants plus de pathologies. Je pense que les psychanalystes et les psychiatres voient ceux qui vont mal. Donc c'est sûr qu'ils ont un vrai biais, mais ces enfants ni se suicident plus, ni ils sont plus homosexuels, ni ils sont plus drogués, ni ils sont plus fugueurs que les autres. Et donc ça c'est des analyses macro pour lesquels on a plein de statistiques, mais surtout jeter leurs parents en disant qu'ils sont moins bons que les autres, c'est d'ailleurs faux et injustifiable. Et rien ne permet de dire ce genre de choses. Alors, tout d'abord, il faut pas ce sera la fin. Il ne faut pas confondre le plan éducatif et du plan filiatif. D'abord, je ne jette l'anathème sur personne. Je dis qu'il y a des risques éducatifs, c'est une chose, et ces risques éducatifs, vous ne pouvez pas les nier. Et là encore, toutes les études le prouvent. Chez les hétérosexuels aussi. Oui, mais là, vous parliez de ce champ-là. Deuxièmement, moi, je vous parle du plan filiatif, c'est-à-dire mettre un enfant dans une situation filiative où justement il n'y aura pas de père. Ça n'a rien à voir avec le fait d'en supprimer sur un plan éducatif. Et filiativement par rapport à l'utilisation de l'AMP dans cela, c'est le mettre dans une situation impossible et impensable par rapport à son origine. Et là, pour le coup, ça serait une violence scientifique par rapport à cet enfant. Violence scientifique, violence psychanalytique, je pense qu'il faut laisser les enfants nous dire ce dont ils ont besoin. Mais il faudrait peut-être que vous les écoutiez, ce qui n'est pas votre métier. Merci en tout cas à tous les deux pour cette discussion absolument enflammée et néanmoins passionnante. Merci Pierre Lévy-Soussan. Merci Israël Nizan. J'avais vu qu'il y avait un sondage qui avait été réalisé il n'y a pas très longtemps à propos de la levée de l'anonymat des dons. Je crois que c'était pour l'Obs si ma mémoire est bonne. Et il y avait oui à 50% et non à 50%. On voit que c'est un débat très partagé. Merci en tout cas à vous deux de l'avoir mené ce soir en notre compagnie. Merci à toute l'équipe du Virginie Leduo, Antoine Tricot, Fanny Richer, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Jean-Guilain Meige.